Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Le nouveau premier adjoint au maire de Malanville à Pounon, Seydou Moussa. Il laisse son poste de chef de l'arrondissement central de la ville à Issifou-Soulé. Les deux postes ont été pourvus au cours de la première session extraordinaire de la mairie de Malanville. Vous aurez le compte rendu dans un instant. Légaliser un document, déclarer une naissance ou encore un mariage, voilà autant de raisons qui conduisent les citoyens béninois à se rendre dans les mairies et arrondissements de leur commune. Comment se déroulent les procédures et quelles sont les différentes appréciations des usagers de ces lieux administratifs? On va le savoir également dans ce 13h au Bénin. Et puis enfin, le guitariste béninois Gégé Viqué est une légende assez connue dans le pays et même au-delà. Un artiste qui a chanté presque tous les problèmes de la vie. 10 ans après son décès, que peut-on retenir de l'homme? Canada revient ici dans ce 13h au Bénin sur le parcours de Gégé Viqué. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez direction Malanville, le nouveau premier adjoint au maire de Malanville à Pounon, Seydou Moussa, il laisse son poste, son ancien poste de chef de l'arrondissement central de la ville à Issifou-Soulé. Les deux postes ont été pourvus au cours de la première session extraordinaire de la mairie de Malanville. Les travaux se sont déroulés dans une parfaite harmonie. Et voici le compte rendu. Ils entrent ainsi officiellement dans leurs nouvelles fonctions, respectivement du premier adjoint au maire et de CA central de Malanville. Il s'agit de Seydou Moussa, agroéconomiste de formation, désormais PAM, et celui qui accède à l'ancien poste du nouveau premier adjoint au maire, Issifou-Soulé. C'est au cours de ce tout premier conseil extraordinaire du conseil communal. Une rencontre présidée par le maire de Malanville. Je me réjouis très confortablement et très sincèrement du fonctionnement du conseil communal, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, parce que pour qui connaît un peu la situation donc de Malanville, je crois qu'aujourd'hui nous pouvons déjà nous réjouir, n'est-ce pas, de la stabilité retrouvée et de la sérénité pour aller vers les dossiers du développement donc de notre commune, de notre très chère commune, la commune de Malanville. Et que je me réjouis également de votre soutien, du soutien de la tutelle, un soutien apaisé, une collaboration apaisée qui permet réellement, lorsque nous prenons des initiatives, que la tutelle nous accompagne et que nous puissions ensemble aller vers les objectifs, n'est-ce pas, de ce développement-là. La séance a connu la présence effective de l'autorité préfectorale et de sa suite. Ce dernier s'est fait le devoir de rappeler à l'assistance la loi qui régit ce processus. La loi qui régit tout ce processus n'est rien d'autre que la loi 2020-13 du 4 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Nous avons l'honneur de vous informer de la désignation du conseiller Moussa Seydou, actuellement chef de l'arrondissement de Malanville, pour exercer les fonctions de premier adjoint au maire de Malanville. Successivement, nous désignons le conseiller Issifou-Soulé pour exercer les fonctions de chef d'arrondissement de Malanville. Après leur installation officielle, les heureux du jour ont donné leur impression à chaud. Ces derniers promettent être à la hauteur de la mission qui leur est désormais confiée. Ma joie est immense et surtout par rapport à cette marque de confiance que les dirigeants du parti ont eu à porter vers ma modeste personne. C'est pour vous dire que vraiment je suis très content. Mes remerciements d'abord au bureau politique et singulièrement à M. Joseph Diogbenou qui a porté toute son attention et puis m'a accordé cette confiance-là. Aussi à l'endroit de tous les dirigeants de mon parti au niveau de la première circonscription électorale et plus singulièrement aussi le roi Issa Salifou avec qui nous avons beaucoup travaillé et nous allons encore œuvrer pour de meilleures victoires et pour les élections à venir. Vraiment, je suis joyeux, très joyeux devant ma communauté, devant tout le monde.
parce que c'est ce que nous attendions depuis si longtemps, que vraiment aujourd'hui le bon Dieu nous a montré le temps et aujourd'hui nous a montré le jour J. C'est dans une ambiance conviviale que ces conseillers investis à de nouvelles tâches ont été installés. Rappelons que le nouveau premier adjoint au maire remplace ainsi Sabi Mohamed Djamila suite à sa démission en vue de siéger au Parlement béninois. Nous descendons à présent dans nos arrondissements, légaliser un document, déclarer une naissance ou encore un mariage. Voilà autant de raisons qui conduisent bien entendu les citoyens béninois à se rendre dans les mairies et arrondissements, dans les communes. Comment se déroulent les procédures et quelles sont les différentes appréciations des usagers de ces lieux. Pour le savoir, une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin a fait un tour dans le 13e arrondissement de Cotonou, mais aussi dans l'arrondissement de Godomé. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici les images. 13e arrondissement de Cotonou. Sur la cour, pas de mouvement d'usagers. Au sein des différents services, le personnel s'active dans le traitement des dossiers. Plusieurs demandes d'actes d'état civil drainent des populations dans cet arrondissement. Et nous sommes plus au niveau de l'état civil et souvent c'est par rapport aux documents de légalisation ou des actes de naissance que les gens viennent à notre niveau ici. Vous savez, lorsqu'il s'agit des documents administratifs, parfois, lorsque les documents sont demandés, les gens ne pourront pas garder les originaux à leur niveau. Donc, nous certifions ces photocopies en présence des originaux pour que nos populations puissent aller vaquer à leurs préoccupations suivant le document demandé. Tout comme le 13e à Cotonou, l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi reçoit également des usagers. L'accueil ici semble réjouir plus d'un. Au niveau de l'arrondissement, l'accueil est très bon. Le travail, ils nous ont bien accueillis et il y a une bonne ambiance. Je suis venue faire un dépôt de signature pour pouvoir faire légaliser un engagement. Et quand vous êtes venu, comment est-ce que ça s'est passé? Bon, je suis encore dans les rangs, mais j'ai vu que ça passe vite. Donc, quand je quittais la maison, je ne pensais pas que ça allait vite aller comme ça. Mais il reste juste 2 personnes pour que je puisse passer. Pour toute chose, il faut quand même qu'il y ait quand même la clairvoyance. Vous voyez, donc en temps, bon, ce n'était pas ça. Et on ne fouille même pas les dossiers et des erreurs, nous voyons seulement que des erreurs. Mais maintenant, tout est au point et on vérifie un à un les actes. Vous voyez, donc il n'y a plus de flou maintenant. Au sein de l'arrondissement de Godomé, les services de l'Agence nationale d'identification des personnes sont les bienvenus. Malgré l'impatience des usagers, ils sont soigneusement traités par les agents. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui par le service de l'ANIP qui arrive à délivrer les CIP, encore les actes de mariage. Nous, on fait la célébration, mais c'est l'ANIP qui délivre les actes de mariage. Même tous ceux qui ont besoin de leur fiche de naissance, l'ANIP est là. L'arrondissement de Godomé fait beaucoup de choses aujourd'hui. C'est donc une ambiance bon enfant qui prévaut au sein des arrondissements sillonnés. Les chefs d'arrondissement appellent cependant les usagers à plus de patience. À travers un communiqué en date du 9 mai 2023, le ministre des Enseignements maternels et primaires a lancé un appel aux établissements privés, les mettant en garde notamment contre le non-respect du calendrier scolaire. Sont particulièrement visés par ce communiqué les écoles qui d'ordinaire congédient avant l'heure les élèves pour les grandes vacances. Comment les parents d'élèves et les responsables d'établissements apprécient-ils cette mise en garde de l'autorité ministérielle? Suivez ce reportage pour le savoir.
au risque de se voir infliger une sanction susceptible d'aller jusqu'au retrait de leur autorisation d'ouverture, aucun établissement scolaire ne doit fermer ses portes avant la fin du mois de juin. C'est ce qui ressort du dernier communiqué du ministre en charge des enseignements maternels et primaires. Si pour certains parents d'élèves, cette nouvelle est salutaire, d'autres y voient quelques inconvénients. C'est une bonne décision parce que l'État veut que les enfants assimilent tout le programme. Et le programme d'enseignement doit couvrir une période donnée. Si l'État a fixé la date des vacances au 28 juillet, si je ne me trompe, c'est parce qu'il sait que l'exécution correcte du programme avec les exercices et tout peut couvrir cette période-là. Et si on va en vacances avant la période, il y a quelque chose qui manquerait aux élèves. Je dirais que c'est une bonne chose de suivre le calendrier scolaire que l'État a prévu. Mais je veux aussi demander l'indulgence de l'État de faciliter la tâche aux parents parce que ce n'est pas chose facile d'envoyer son enfant, d'aller chercher plutôt son enfant à l'école matin, midi, soir, que ce n'est pas chose facile. Du côté de certains responsables d'établissement, bien avant la mise en garde de l'autorité, les dispositions étaient déjà prises pour un respect scrupuleux du calendrier scolaire. Ce communiqué qui était sorti, je pense, le 9 mai dernier, je l'ai lu. Je pouvais vous dire que ça ne pose aucun problème à mon niveau, personnellement, d'autant plus que nous n'avons pas fait le programme de renvoyer nos enfants en vacances, sinon ça pouvait nous créer des ennuis. Non, c'est avec plaisir que moi j'ai reçu ce communiqué-là, parce que nous suivons un calendrier scolaire. Dans le calendrier, il est dit qu'il faut finir l'année en juin. Donc, si vous partez très tôt, ça veut dire que vous n'aurez pas fini le programme et les enfants iront en vacances sans finir l'année scolaire. Donc, moi je suis d'accord avec le ministre. Le congédiement précoce des élèves pour les grandes vacances par certaines écoles n'est pas par plaisir. Mais nombreuses se trouvent contraintes par les difficultés financières auxquelles elles se trouvent confrontées. Du coup, les responsables d'établissement font au ministre une doléance. Je peux m'adresser respectueusement à l'autorité de voir un peu dedans avec eux, puisque si un temps pouvait créer un projet de débat et de discussion pour comprendre les raisons qui poussent certains responsables d'établissements privés à des actes comme ça, on pouvait comprendre plus et les aider. Si par le passé, les élèves et enseignants commençaient à profiter des grandes vacances dès le mois de mai, cette année, il faudra patienter jusqu'à la fin du mois de juin. De quoi permettre à tous de véritablement achever les programmes de cours et à certains de préparer idéalement leur examen de fin d'année. Des poteaux électriques dans le quartier Yenawa à Akpakpa sont source d'insécurité pour les riverains. Depuis plusieurs semaines, ces poteaux en mauvais état suscitent l'inquiétude au sein de la population. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat que voici. Ce poteau de fortune est à terre depuis quelques semaines déjà, ici à Yenawa, dans le 2e arrondissement de Cotonou. Les populations de ce quartier sont restées des jours sans électricité, une situation que déplorent les riverains. Mardi, j'ai constaté que le poteau encore était debout. Jusqu'à la pluie est tombée, c'était plus penché de manière que ça a voulu tomber sur le bâtiment que vous voyez en face. À ma grande surprise, je reviens le soir, je trouve le poteau tout à fait à terre. Et là, vous verrez là en face, juste le poteau après ceci est aussi penché qui tente de tomber maintenant sur des bâtiments. Rien n'a été fait à ce sujet. J'étais rentré du boulot et
J'ai constaté qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc par curiosité, j'ai levé la tête et j'ai vu que l'une des cordes s'est rompue en haut, et ce qui empêchait le courant. Malgré une manœuvre des agents de la Société béninoise d'énergie électrique, les populations ne se sentent toujours pas en sécurité. Il y a l'SBE de Condé, une agence à Condé où je suis allé là. J'ai expliqué à un monsieur qui me dit de revenir. Après tout, je ne suis pas le propriétaire, mais juste pour sauver la vie des autres, j'ai tenté quand même de lui dire quelque chose. Rien n'a été fait à ce sujet. Si l'État peut faire quelque chose en ce qui concerne tout ça, là, vraiment ça arrangerait la population. Ces poteaux représentent un véritable danger pour les populations de ce quartier du 2e arrondissement, surtout en cette période de pluie. Parlons musique à présent. Le guitariste JJ Vicky est une légende assez connue au Bénin et bien également au-delà. Un artiste qui a chanté presque tous les problèmes de la vie. 10 ans après son décès, que peut-on retenir de l'homme? Voici un mini-magazine sur le compositeur et chanteur béninois réalisé par une équipe de Canal 3 Bénin. Devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. C'est un morceau assez connu des Béninois. Ils partageront leurs joies et leurs peines. Cette mélodie a accompagné de milliers de mariés à accomplir leurs vœux de mariage. Combien de couples d'ici et d'ailleurs n'ont pas dansé sur le mythique morceau Vive les mariés? Et pourtant, ça fait 10 ans que la légende JJ Vicky nous a quittés. En effet, Gustavo Gbenou Vicky, à l'état civil JJ Vicky, est né en 1944 à Atimé au Bénin et va passer de vie à Trépa le 15 mai 2013 à Cotonou. C'est au cours de l'année d'indépendance du Bénin que l'artiste a commencé par voir son talent en pleine éclosion. En 1969, avec son album Vive les mariés, il obtient la consécration, titre pour lequel il reçoit en 2003 le prix du Condé d'or des mains de la femme du président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, avant de recevoir le 12 octobre 2012 l'Ordre national du Bénin au grade de commandeur. Plusieurs acteurs du monde de la culture, de la musique, des médias qui ont côtoyé l'homme ont retenu assez de lui. Je dirais que ce que je retiens de JJ Vicky sera en 2 phases. Une phase où moi je crois que j'avais 8, 9, 10 ans. Et JJ Vicky était très ami à mon père et ils étaient déjà amis copains de collège, même si mon père était un peu plus âgé que lui. Mais il venait à la maison régulièrement, il jouait beaucoup de guitare, parce que vous savez, JJ Vicky est un grand guitariste. Et mon père aussi avait ce penchant. Ils avaient en commun aussi l'humour, ils aimaient beaucoup blaguer. Donc très régulièrement, il était à la maison et ils échangeaient. Et c'est même en les voyant jouer la guitare que moi, mes premières envies de gratter me sont venues. Et peut-être aussi le goût à la musique, vous connaissez la suite. Et ce que je retiens aussi de lui, c'est justement cette complicité. Ils avaient un mot de passe, il appelait mon père Bonvas. Ça veut dire quoi? Je n'ai jamais su. Aussi, c'était un grand lecteur. Il lisait beaucoup les romans et avec ma mère aussi, ils échangeaient beaucoup les romans, les livres. Je me rappelle très bien les auteurs de l'époque, Guy Descartes, Agatha Christie. JJ Vicky, connu comme tout le monde, et connu spécialement dans son genre, JJ Vicky, c'est cet artiste le plus talentueux des talentueux du Bénin, d'Afrique et d'ailleurs, qui avait chanté beaucoup. Il a chanté l'environnement, il a chanté l'amour. Je pense qu'il a beaucoup chanté. Aujourd'hui, il n'est plus, mais ses œuvres continuent. 10 ans après son décès, c'est à peine qu'on se souvient de lui. Une légende oubliée, c'est le triste constat que fait Steve Fassia. Certainement, JJ Vicky a été oublié pendant tous ces moments-là, parce qu'au fond, non seulement oublié, mais délaissé. Délaissé par des gens qui devraient lui tendre la main, par des gens qui devaient lui apporter son soutien, par les collègues de la profession, par l'État lui-même, parce qu'il a servi l'État. Et c'est quand même JJ Vicky, c'est un grand nom de la musique africaine. Et j'ai eu l'impression que JJ Vicky a été oublié, a été délaissé, heureusement. Et ça, il faut rendre hommage à Jean-Luc Aplogan, qui, à un moment donné de la vie de JJ Vicky, est venu le restaurer. Jean-Luc Aplogan est venu, aussi bien dans Béné Passion, où il a
dépoussiérer un peu ces titres, mais aussi il a contribué, je ne me rappelle même plus l'histoire, à ce que Gégé Viqué puisse avoir un logis. Il nous a rappelé que Gégé Viqué existait. Et c'est là que la carrière, après tout ce que Jean-Luc Akplogan a fait donc autour de Gégé Viqué, que nous nous sommes rappelés à notre bon souvenir que Gégé Viqué existait. Mais je crois que le seul pratiquement qui a fait quelque chose, c'était Jean-Luc Akplogan. Et bon, c'est ça qui a permis d'ailleurs qu'il soit restauré dans nos cœurs, dans nos souvenirs. Et puis à sa mort, il a eu des obsèques dignes de ce nom. Au-delà de la personne de Gégé Viqué, bien d'autres grands artistes ont connu le même sort. Un constat qui fait réfléchir sur la façon dont nous entretenons l'image de la mémoire de nos illustres disparus qui ont marqué leur époque. Que ce soit dans la musique, le sport, les médias, le cinéma, la société est coupable d'une indifférence voulue et entretenue. Je ne sais pas comment cela se fait, mais je suis le Don Juan de l'Afrique. Ce n'est pas seulement les artistes, même nous les animateurs, nous les présentateurs, nous les hommes des médias. Qui nous regarde, croyez-vous? Qui respecte notre talent, croyez-vous? Personne. Personne. On a vu, quand Jonas Pedro, effectivement, vous en parlez, est décédé. De quoi a-t-il bénéficié? J'ai été témoin de tout. On aurait pu faire mieux. Vous passez plus votre temps à combattre les pièges, à les déjouer, qu'à créer, qu'à travailler. Il n'y a pas de solidarité entre nous. On ne vous pardonne même pas d'évoluer. Vous évoluez, on veut vous faire descendre. Mais ce n'est pas le cas à Abidjan. À Abidjan, on vous porte, on vous élève. Pour peu que vous développez un petit talent, l'État, les partenaires, quel sponsor y a-t-il même pour soutenir une action d'artiste, de présentateur d'émissions télé? Il n'y en a pas. Il y en a, mais ils ne font pas. Il y a toujours quelqu'un qui va vous saboter, il y a quelqu'un qui va vous mettre les bâtons dans les roues. Véritable précurseur de la musique africaine, Gégé Viqué aura marqué son époque depuis son Atiémé natal, ville côtière, qu'il l'a vu naître, qu'il a aimé Citon et qu'il a fait aimer à son public. Qu'il est gai de voguer sur le lac à aimer, quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Qu'il est gai de voguer sur le lac à aimer, quand le temps est serein, fredonnant un refrain. Dans la suite de ce 13h au Bénin à présent, Opération Enfant Noël, la saison 2023 sera bientôt une réalité. L'équipe de la direction nationale de cette action sociale a réceptionné plusieurs conteneurs chargés de cadeaux pour enfants. Ces objets proviennent d'Espagne et sont à distribuer à tous les enfants, bien entendu des familles démunies des 12 départements du Bénin. Tidi Goudalo pour les détails. Des conteneurs chargés de cadeaux pour enfants réceptionnés par l'équipe de la direction nationale de l'opération Enfant Noël au Bénin. Ce sont nos partenaires Samaritan Purse des États-Unis et en collaboration avec l'opération Enfant Noël qui chaque année nous envoie ces conteneurs pour l'œuvre sociale dans notre nation, sur toute l'étendue du territoire national, sans distinction de religion ni de race. En fait, la saison de Noël est utilisée pour une opération ponctuelle de collecte des cadeaux auprès des familles, auprès de tout le monde qui se sent touché par le fait de venir, n'est-ce pas, vers les enfants nécessiteux. 5 au total, ces différents conteneurs proviennent d'Espagne grâce à l'opération de collecte effectuée par l'organisation non gouvernementale Samaritan Purse, une œuvre hautement sociale qui vise à doter les enfants des familles démunies du Bénin des cadeaux de Noël. Et ces cadeaux vont directement aux enfants, dans leur famille. Et on éduque les enfants à travers ces jeux-là. C'est vrai que la saison a été jalonnée de difficultés par-ci, par-là. Or, cette ONG est représentée dans plus de 125 pays à travers le monde. Et ils collectent les cadeaux en décembre, novembre et nous envoient. C'est pour cela qu'on appelle ça Opération Enfant de Noël. Ces cartons contiennent divers jeux d'apprentissage pouvant accompagner ces enfants dans leur éducation.
il y a les livres de mathématiques, les livres de lecture, tout est dedans. Les fournitures scolaires se trouvent dans ces kits-là que nous recevons chaque année depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Les cadeaux contiennent beaucoup de jeux. Des jeux qui développent l'intelligence de l'enfant, des jeux qui égayent le cœur de l'enfant pour les préparer donc à la vie active. Je voudrais souhaiter bon succès à l'opération et je voudrais inviter aussi les autorités à œuvrer pour l'enracinement et le développement de l'opération Enfant Noël dans notre pays. En attendant la réception prochaine de 33 autres conteneurs dont le partage prendra en compte 10 départements, ce premier lot réceptionné est destiné aux enfants démunis de Lomé et du plateau. Et pour finir ce trésor bénin en politique, c'est officiel, le parti Restaurer la confiance se fond dans l'Union progressiste Le Renouveau. L'acte de la fusion-absorption a été prononcé ce week-end à l'issue du congrès extraordinaire de la formation politique que préside Irénée Agossa, congrès tenu à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo dans le département du Mono. Retenu ici sur les temps forts de ses assises avec Narcisse Alossé, Florent Dou. L'aube nouvelle reprise en chœur dans cette salle de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo par responsable et militant du parti Restaurer la confiance. Une solennité voulue pour accompagner un acte, la fusion-absorption de leur formation politique dans le parti Union progressiste Le Renouveau, parti auquel ils ont donné leur caution pour les dernières législatives. Et vous avez été témoin de notre choix en disant que la solution à nos problèmes doit passer par les urnes. Nous l'avons dit, ils se sont moqués de nous. Ils ont dit tout ce qu'ils veulent. Ils ont dit que les lois étaient chrysogènes. Ils ont dit qu'il ne faut jamais compétir avec le président Talon. Je veux vous dire officiellement, vous, aujourd'hui, que nous avons eu raison. Ils disent avoir raison au regard de ce qu'ils appellent l'irresponsabilité politique des pourfendeurs du régime de la rupture et de ses réformes. Sans qu'aucune loi ne soit changée, sans que le président de la République ne soit autre personne que le président Talon, ils ont participé de la manière dont vous savez aux élections législatives. Ils sont aujourd'hui au Parlement en train de jouir de ces lois chrysogènes. Ils sont là aujourd'hui en train de partager l'argent que nous avons tous cotisé. C'est notre argent, sans que les lois ne changent. En tout cas, prévient le principal orateur du jour, le peuple n'a plus besoin d'un système caduque avec une opposition de destruction du régime en place, mais plutôt d'une opposition constructive. Et derrière, Irénée Agossa et les siens ont placé au cœur des travaux de ce congrès extraordinaire leur vision de mutation profonde. Une mutation profonde pour pouvoir faire face aux défis de développement de notre pays. Il faut une mutation profonde pour pouvoir faire face aux questions d'insécurité dans notre pays. Il faut une mutation profonde pour que nous ayons réglé certains problèmes, comme la question de l'énergie dans notre pays. Il faut une mutation profonde pour que désormais le peuple puisse avoir totalement confiance en ces institutions. Parlant d'institutions, l'ancien nationaliste a évoqué la posture adoptée par le chef de l'État lors des dernières joutes électorales. Quand les élections législatives étaient venues, le président Talon s'était mis en retrait. C'est aujourd'hui le moment et l'instant de lui dire de continuer, de laisser les partis grandir, de laisser les partis porter une idéologie. Oui, ce n'est qu'à ce seul prix que nous allons répondre positivement à la réforme partisane dans notre pays. Et se fondant sur les principes du système partisan, les responsables du parti RLC ont décidé de convoler en juste noces avec le parti Union progressiste Le Renouveau. La dissolution de RLC a été prononcée après les travaux en commission et les débats qui ont accouché d'un rapport général à l'issue de ce congrès extraordinaire honoré par les militants venus de tous les départements du pays.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Trésor Bénin. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.